Merci beaucoup de votre patience. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans cette prestigieuse salle pour un dialogue et une rencontre exceptionnelle, comme vous le savez. L'Institut Jane Goodall France et le Fonds international pour la protection des animaux souhaitent remercier la Cité des sciences et de l'industrie et toutes ces équipes qu'on peut applaudir très fort. Ils se sont mobilisés particulièrement rapidement et gracieusement donc, pour organiser notre soirée ensemble. Je vais vous demander d'accueillir tout de suite M. Bruno Macquart, son président et toute son équipe, qui va vous dire quelques mots de bienvenue. Merci de l'accueillir. Alors, elle se cache derrière le rideau, mais Jane Goodall est bien arrivée. Chers amis, bonsoir. Nous sommes évidemment très heureux ce soir d'accueillir à la Cité des sciences et de l'industrie, un lieu univers sciences, une personnalité aussi brillante. Je lui disais que depuis une semaine dans cette maison, tout le monde ne parlait que de ça. C'est pour nous évidemment un très grand moment. Il en est dans nos institutions et je crois que ce soir nous sommes réunis pour vivre un moment important. Je crois que ce sera d'autant plus important que les apparitions publiques de Jane Goodall à l'occasion de la COP21 ne seront pas si nombreuses. Elle est à Paris depuis quelques jours et elle a choisi la Cité des sciences et de l'industrie pour venir vous rencontrer. Alors vous savez, ici, à la Cité, à Univers Sciences, c'est un endroit où l'on obtient des réponses à ces questions sur le monde qui nous entoure. La science et les techniques, je crois, aujourd'hui nous posent 1000 questions. M'apporte aussi, j'espère, quelques réponses à l'humanité. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit du côté du Bourget. Et dans la menace que représente le péril climatique, notre implication à nous, centre de sciences, à Paris, mais aussi en région ou dans le monde, sonne comme une évidence. Et ce soir, nous allons éveiller la curiosité de chacun, si elle ne l'est pas déjà, au sujet de la biodiversité, qui est un sujet important, peut-être moins sur le devant de la scène ces jours derniers, parce que nous sommes heureux d'étudier cette question avec une de ses meilleures spécialistes à travers une conférence très attendue. Nous avons besoin du témoignage d'hommes et de femmes engagés. Darwin, que nous mettons à l'honneur à partir de dimanche dans ces murs, dans notre exposition Darwin l'original, nous a appris déjà à comprendre le monde et instruit sur la place que l'homme y occupe. Et à sa suite, Jane Goodall a milité une vie durant, et encore aujourd'hui, pour que l'on change notre regard sur l'animal, à rebours des conceptions anciennes. Je ne vais pas être plus long. Pascal Pic, que nous connaissons bien, disait ou dit, nous alerte, la Terre se meurt de notre anthropocentrisme, et puis donc le travail de Jane Goodall, le vôtre, chers amis, le nôtre, le travail de Jane Goodall, donc celui d'une vie, être une précieuse source d'inspiration et d'engagement pour chacun. Merci beaucoup, Bruno Macquart. Merci de votre accueil ici. Je vais vous demander tout de suite donc d'accueillir sur la scène Jane Goodall. Merci de l'applaudir. Jane, could you come on the stage, please? Jane Goodall, mesdames et messieurs, merci de l'accueillir. There we are. We have a little chimp waiting for you. Ainsi, vous avez un petit chimpanzé qui vous attend. Ainsi que le directeur général du Fonds international pour la protection des animaux, Azzedine Downs, qui va nous accompagner également. Azzedine, voilà, welcome. Thank you very much indeed, and merci welcome. Beaucoup et bienvenue. Je vais juste expliquer quelque chose en français avant de repasser à l'anglais. Si vous voulez bien diviser cette discussion en trois parties. D'abord, pour parler du réchauffement climatique, cause contribuant à la disparition des éléphants et des chimpanzés. Ensuite, nous allons parler des autres menaces, comme le braconnage, le commerce illégal, la destruction de l'habitat, aussi que la déforestation. Et puis en troisième partie, comment agir, des rôles à jouer de la part de la France, de l'Union
européenne et des instances internationales pour sauver les chimpanzés et les éléphants, et le rôle aussi des citoyens. Alors, nous allons passer en anglais. Si vous avez besoin des casques, un petit mot pour vous dire que les deux petits boutons doivent être plantés vers l'extérieur. Si vous les mettez vers l'intérieur, vous n'allez pas capter les ondes qui vont vous donner la traduction de la saveur des propos. So let's go over into English. Thank you very much, both of you, for Merci being here. I'd like to infiniment start à off tous by les talking deux d'être about, ici. Je vais commencer par vous parler the climate conference at the moment, de the la warming conférence sur of le the climat, planet. sur le réchauffement climatique. I think Jane, je pense que vous y êtes déjà allé. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous attendez de cette énorme conférence qui a lieu à Paris? Vous en attendez beaucoup? Qu'est-ce que vous en attendez exactement de cette COP21? Je ne suis pas sûre que j'attende quelque chose, mais j'ai des espoirs. J'attends un accord qui ait une certaine force. Mais qu'est-ce qui sera signé? En fait, ce qui compte, c'est ce qui va se passer lorsque les politiques rentreront dans leur pays, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et c'est là que nous, les gens réels, doivent jouer un rôle. C'est-à-dire qu'un accord, quel que soit l'accord signé, soit vraiment appliqué. Vous allez parler des hommes politiques. Vous en avez rencontré beaucoup dans votre vie. Est-ce qu'ils sont maintenant plus convaincus, après avoir assisté à la conférence de Paris? Est-ce qu'ils sont convaincus ou est-ce qu'il faut encore les pousser? Je pense qu'il faut encore en pousser certains. Mais je crois qu'il y a certains leaders maintenant qui font des déclarations vraiment importantes, vraiment claires, comme Obama, le tout nouveau Premier ministre du Canada, très différent de son prédécesseur. Vous pensez que c'est une question de génération, cette différence? Est-ce que vous pensez que les générations les plus jeunes sont beaucoup plus conscients des questions climatiques ou pas? Oui, je pense que les plus jeunes sont plus sensibles parce qu'on en a parlé depuis longtemps. Les anciennes générations n'en parlaient pas parce que ça n'avait pas encore lieu. Quand j'étais jeune, vous savez, il y avait une ceinture de forêt équatoriale qui maintenant n'est plus que quelques fragments qui diminuent encore. Et donc, on n'en parlait pas à l'époque du changement climatique quand j'étais jeune. Azedine, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez ou quels sont vos espoirs vis-à-vis de la COP21? J'en espère beaucoup. Comme Jane l'a dit, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de savoir si cet accord sera obligatoire et son application sera obligatoire. Et beaucoup d'impacts sont en dehors de l'action des ministères de l'Environnement. Il y a des choses qui sont liées à la planification, au déplacement de personnes, au transport. Si l'accord n'est pas contraignant, je ne vois pas comment il va pouvoir avoir un impact. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on va avoir un accord contraignant ou pas? Les gens semblent un petit peu plus optimistes qu'ils ne l'étaient à Copenhague. Je pense que l'atmosphère, en effet, est une atmosphère de plus grand optimisme. Mais je pense que dans les semaines passées, il n'y avait pas énormément d'optimisme. Mais le projet d'accord qui est sorti là récemment doit être signé d'ici vendredi. Mais en même temps, aux États-Unis, au moins, il y a un congrès qui est encore en train de discuter, de se demander si le changement climatique est une réalité ou pas. Donc, ça n'est pas une question de savoir si cet accord va changer le monde ou pas. Il y a des millions de façons différentes de l'appliquer et c'est une inquiétude pour nous. Et plus précisément, je dirais qu'il n'y a pas énormément de discussion sur l'impact sur les animaux et ce que ça signifie. Et pour moi, c'est un sujet d'inquiétude également. Au cours des semaines passées, il y a eu un certain nombre de débats. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé des animaux. On a commencé à parler des océans, oui, de la vie marine, mais pas tellement de débats sur toutes les autres espèces animales, en effet.
Sauf que nous sommes des animaux. En fait, on parle de nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous nous parlez, Jane, vous connaissez très bien la forêt, vous avez beaucoup d'expérience. Pourquoi est-ce que la déforestation est un résultat direct de changement climatique? En fait, c'est la déforestation qui est une des causes principales du changement climatique parce que les forêts sont les poumons, elles produisent de l'oxygène mais absorbent le CO2 de l'atmosphère. Et donc, elles absorbent le CO2, le font défense aux racines. Et lorsque l'on coupe les arbres et lorsqu'on les brûle en particulier, tout le CO2 s'échappe dans l'atmosphère et en même temps, il y a moins d'arbres et de forêts pour absorber le CO2. Et les pauvres océans dont vous avez parlé, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère et donc les océans deviennent acides. J'ai vu un film horrifiant la semaine dernière où on montrait que tous les oiseaux des mers mouraient sur les plages parce qu'ils ne pouvaient pas éliminer le plastique qu'ils avaient absorbé en mer. Les pauvres animaux ne pouvaient pas éliminer tout ce plastique. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important pour nous de se pencher plus étroitement sur l'effet du changement climatique sur les éléphants en particulier? Une des choses dont Jane et moi-même parlons énormément, c'est la différence entre l'importance de la population d'animaux et les animaux individuellement. Pour nous, c'est incroyablement important de prendre en considération les besoins des animaux individuellement, c'est-à-dire leur bien-être, leur santé, et ça reflète l'état de la population dans son ensemble. Et lorsqu'on parle de la déforestation, il y a beaucoup d'études qui montrent que, en général, les gens ont beaucoup de mal à comprendre les chiffres très importants, par exemple les milliers d'hectares, les tonnes et les tonnes de carbone, etc. Mais en fait, il faut comprendre que vous pouvez avoir une forêt qui est en bonne santé et si vous regardez uniquement le chiffre global, le total du nombre des arbres, en fait, vous pouvez ignorer des habitats qui sont très importants pour certains animaux dans d'autres endroits. Donc, cette notion sur laquelle on peut tout simplement parler d'un modèle économique et parler de biomasse, c'est une conception complètement fallacieuse qui va nous amener à la destruction d'habitats critiques en grand nombre. On a vu un film, Jane, sur votre vie. Qu'est-ce qu'on fait aux chimpanzés du fait de ce qu'on fait à la planète? La menace principale vis-à-vis des chimpanzés, pour l'instant, n'est pas encore le changement climatique, mais ça sera le cas à l'avenir. Et dans certains cas, ça arrive. Mais la menace principale pour les chimpanzés, c'est la déforestation, c'est-à-dire la destruction de leur habitat, la viande de brousse et tristement également le braconnage et puis aussi le fait qu'on retire les bébés chimpanzés pour servir d'animaux de compagnie, notamment en Chine. Mais il faut savoir que les réfugiés climatiques quittent le sud qui est devenu trop sec, ils vont rentrer dans les forêts parce qu'ils cherchent un habitat également. Et bien entendu, ça aura un effet désastreux sur la forêt et donc sur l'habitat des chimpanzés. Pensez-vous que notre attitude vis-à-vis des animaux s'améliore ou empire? Est-ce qu'on commence à les traiter mieux ou est-ce qu'on les traite encore pire qu'avant? Je pense, je répète, que la connexion que nous, individuellement, nous avons avec les animaux individuellement s'améliore, que les humains, les gens, commencent à se rendre compte que s'élever contre la cruauté vis-à-vis des animaux est important. Mais je répète, ça n'affecte pas l'ensemble de la population. Mais une des choses qui me font le plus peur, et je l'ai entendu cette semaine, c'est cette croyance que c'est le nombre total d'animaux qui compte. On considère que
Il faut, par exemple, élever les éléphants dans des fermes. Même chose pour les rhinocéros, pour les lions. Qu'est-ce que vous voulez dire par les élever dans des fermes, les élever? Ça veut dire qu'ils abandonnent la notion, l'idée que les animaux sauvages peuvent rester dans la nature, vivre leur vie sauvage. Et par exemple, si dans le modèle économique, on a besoin d'ivoire et que c'est rentable, la notion selon laquelle on peut prendre tous les éléphants et les mettre dans un grand ranch, par exemple, pour les élever, pour les tuer, pour prendre leur ivoire, ça existe. Et c'est encore un argument économique que l'on présente encore. Et c'est une des choses qui m'horrifie le plus. Et je l'entends de façon répétée. Et c'est un danger parce qu'en fait, il y a là-dessous un modèle économique et non pas les questions de conservation des espèces et de bien-être animal. Moi, je voulais dire que c'est ridicule pour de nombreuses raisons. Si on revient à la forêt, d'accord, prenez tous les chimpanzés et tous les animaux dans la forêt, élevez-les en captivité. Mais ce qui compte, c'est la biodiversité dans la forêt, bien entendu. Et si les forêts sont détruites, ça va nous faire du tort à nous également. Il va y avoir une érosion des sols, moins d'eau disponible. Vous avez tous lu ce qu'il y avait dans les journaux, la fonte du permafrost, fonte des glaciers. Notre mode de vie est en danger du fait du changement climatique et la forêt en tant que telle est importante. Et on parle de l'importance des animaux individuellement. Nous-mêmes, nous en avons toujours parlé parce que et pour nous, la forêt est très importante. Ce n'est tout simplement pas une collection d'arbres. C'est un lieu mystique, spirituel, incroyablement beau. Quelle est votre attitude vis-à-vis de la forestation, le changement climatique et la façon dont on traite la planète? Les animaux se comportent différemment. Vous avez pu observer cela chez les animaux et les chimpanzés. D'abord, quel est l'impact de ce qu'on leur fait, le changement dans leur habitat? Est-ce qu'ils se comportent différemment? Et vous pouvez expliquer? Dans le cas des éléphants, nous avons fait une étude très intéressante qui a eu lieu en Afrique du Sud. On a pris en considération ce qui se passerait si l'habitat changeait du fait du changement climatique. Les éléphants, donc, feraient peut-être trois choses différentes. Premièrement, mourir, tout simplement. Ils ne changeraient pas. Mourir tout simplement. Et on l'a vu dans des sécheresses en Afrique australe, où il y a des familles. Et j'aime bien parler de familles d'éléphants, pas uniquement de populations. Certaines familles sont parties, ont survécu. Certaines familles sont restées et sont mortes. Deuxième chose que les scientifiques nous disent, c'est qu'ils vont peut-être changer leurs habitudes et devenir beaucoup plus nocturnes parce qu'ils ont besoin de passer la plupart du temps à s'abriter de la journée en s'abritant du soleil. Une des choses qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, ils vont quitter les zones les plus sèches, aller vers les zones les plus humides. Et en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique, c'est-à-dire, ça veut dire vers l'Est, c'est ce que les études nous montrent. Et c'est un des plus grands pièges qui les attend, c'est-à-dire c'est des pays à l'Est, des pays où le braconnage est très, très développé. Dans un âge où les animaux pouvaient aller où ils voulaient, c'était facile, mais maintenant les animaux sont entourés de civilisation, donc ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions, ils sont, disons, limités par le développement humain. Jane, comment est-ce que nos comportements les affectent? Est-ce qu'ils deviennent plus agressifs du fait de la façon dont nous-mêmes nous traitons la planète, nous humains? Lorsque les forêts tropicales ont commencé à diminuer du fait du changement climatique et du fait de la pression démographique humaine qui limite l'environnement des chimpanzés, c'est tristement vrai qu'il va y avoir des comportements beaucoup plus territoriaux, agressifs chez les chimpanzés parce qu'en fait, ils seront dans un espace plus restreint, ils sont très territoriaux, ils ont des territoires
voir. Et il n'y a pas d'études encore là-dessus, mais je me suis toujours posé la question si une communauté de chimpanzés doit se déplacer pour une raison ou pour une autre, du fait de la disparition des arbres, du comportement humain, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement se fusionner avec une autre communauté. Il va y avoir des batailles rangées. Qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes individuellement pour essayer de protéger les éléphants et les chimpanzés en particulier? Ça commence vraiment par la sensibilisation. Jane et moi-même parlons énormément de l'éducation des enfants en particulier. On pourra en parler. Je crois que Jane a un programme incroyable au niveau mondial. La première chose, c'est la sensibilisation. Mais je pense que pour sensibiliser la population humaine de leur impact lorsqu'ils achètent des produits, tout simplement, eh bien, souvent, j'ai voyagé, j'ai vu des choses dans des marchés, et les gens disaient « Il y a des millions d'animaux comme cela en Afrique. » Non, c'est pas vrai, non. Un éléphant est tué toutes les 15 minutes. Ici, ce soir, nous sommes assis dans cette salle de conférence. Au cours de la soirée, 4 à 8 éléphants vont mourir. Lorsque vous voyagez, les activités que vous choisissez de faire, eh bien, souvent, ça coûte beaucoup moins cher d'aller faire un safari que de faire certaines choses que les gens considèrent comme quelque chose qui peuvent se payer. Et lorsque vous choisissez la bonne organisation, eh bien, en fait, vous pouvez, à des organisations qui veulent vraiment faire la différence, vous pouvez vraiment avoir un impact positif sur les animaux. L'éducation, comme on a dit, Jane, vous travaillez avec les enfants, mais comment faire la différence? Il y a des différences culturelles énormes dans la façon dont on traite les animaux, en particulier les éléphants. Nous avons lancé un programme en 1980 en Tanzanie avec 12 enfants en âge scolaire. Ça s'appelle Roots and Shoots, pardon. Et à l'époque, en 91, il n'y avait pas assez d'écoles, il y avait une grande liste d'attente, etc. On s'inquiétait de la situation sociale, de l'environnement, et les enfants voulaient que je fasse quelque chose. Ils sont rentrés dans leurs écoles respectives et je leur ai dit parlez à vos camarades. Et nous nous sommes réunis et ça a été la jeunesse de ce programme. Et en fait, le message, c'est qu'on revient au niveau individuel. Chacun de nous, dans cette salle, individuellement, peut faire bouger les lignes individuellement. Certains plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres, les plus riches, ceux qui vivent un style de vie plus durable. Ça fait une énorme différence sur l'environnement. Mais les personnes qui sont près de niveau de la pauvreté, même ces personnes-là peuvent faire des choix quotidiennement. Donc, chaque chose qu'on fait individuellement apporte quelque chose. Et ça fait une différence pour les animaux. Donc, chaque groupe d'enfants choisit 3 projets pour améliorer le monde. Un pour aider les humains, l'autre pour aider les animaux, l'autre pour aider l'environnement. Et le thème commun, c'est le respect. Respect pour toutes les formes de vie, respect pour les enseignants, respect pour les religions. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais au moins écoutez, acceptez de parler et d'écouter. Donc, ce programme a commencé avec 12 enfants. Maintenant, il s'est étendu dans 140 pays. Quand je vous ai vu la dernière fois, c'était 130. Ça mérite vraiment des applaudissements, je crois. C'est vraiment un résultat incroyable. Mais nous avons environ 100 000 groupes actifs de la maternelle jusqu'à l'université et même certains groupes d'adultes. Et ces jeunes sont en train réellement de changer le monde. Est-ce que je peux vous poser une question difficile? Je joue le rôle de l'avocat du diable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un petit peu hypocrite lorsqu'on parle à d'autres cultures? Par exemple, quand on parle de l'attitude des Chinois vis-à-vis de l'ivoire, par exemple, alors que nous
avons des fermes industrielles, on traite les animaux de façon incroyable. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu hypocrite lorsqu'on donne des leçons à d'autres cultures sur ce qu'elles devraient faire? Il y a également la corrida en Europe. On ose dire aux Chinois qu'ils ne devraient pas utiliser de l'ivoire. Je ne dis pas qu'ils devraient le faire, mais est-ce que nous-mêmes, on n'a pas, disons, un déficit moral également? Oui, en effet, c'est une des questions les plus sensibles dont on traite. On en traite dans les forums internationaux. Et lorsqu'on parle de l'ivoire, les Chinois vous disent, et ils ont tout à fait raison, qu'ils ont fait plus que tout autre pays pour mettre en place une assistance pour suivre la vente de l'ivoire dans leur pays. Et c'est vrai, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le système ne fonctionne tout simplement pas. Nous sommes rendus compte que si vous écoutez, et nous avons un très grand bureau en Chine avec des employés chinois qui parlent la langue, connaissent la culture, et donc on s'est rendu compte que la très grande majorité des Chinois pensaient, en chinois, le mot pour défense, c'est dents. Ils pensaient que les défenses tombaient naturellement. Une fois qu'on a lancé une campagne et qu'ils se sont rendus compte que les défenses ne tombaient pas, le nombre de gens qui ont dit qu'ils achèteraient de l'ivoire est passé de 80 à 50%. Donc on continue notre travail avec des personnes d'influence en Chine et on les amène au Kenya pour qu'ils voient les animaux, les éléphants. Et ils sont horrifiés lorsqu'ils voient la situation. Donc c'est pas les moquer et les obliger de se couvrir la tête de cendre qui va fonctionner. C'est tout simplement de les éduquer, de leur montrer que c'est pas une bonne idée. Même chose pour les tigres. Il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis des Chinois, des élevages de tigres. Il y a 5000 tigres aux États-Unis, dans l'État du Texas, qui sont des animaux domestiques. 20 000 tigres au total aux États-Unis. Lorsque vous prenez la parole dans un forum international et lorsque les Chinois vous disent, vous, en Europe, vous avez la plus grande proportion de produits braconnés, issus du braconnage. Donc, en effet, c'est toujours très facile d'accuser les autres, mais on peut tous changer. Je suis absolument d'accord, complètement d'accord. Je pense que notre programme Roots and Shoots d'éducation des enfants marche si bien parce qu'on ne leur dit pas nous-mêmes ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Ça dépend de leur culture, de leur âge, de leur niveau de revenu. Mais ce qu'on fait, c'est partager des informations avec ces enfants. Et comme Azedine l'a dit, si vous partagez de l'information, s'ils comprennent, ils comprennent. Eh bien, la première fois où j'ai eu un très bon exemple de cela, c'est en Corée du Sud. Ils mangent des chiens là-bas. C'était la première fois que j'allais en Corée du Sud. Il y avait une grande conférence de presse. Je venais juste de sortir de l'avion. Je savais que je devais dire quelque chose sur les chiens parce que j'adore, c'est mes animaux préférés. Et j'avais pas les chimpanzés? Non, non, c'est les chiens. Les chimpanzés sont trop proches des humains, beaucoup trop, désolé. Donc j'ai dit à l'interprète quelque chose sur... Oui, vous savez, on mange beaucoup de chiens ici. Et elle a blanchi, elle a dit, c'est une question très sensible. Je lui ai dit, je sais, mais traduisez ce que je suis en train de dire. Donc je lui ai dit à l'interprète de traduire... Je sais que vous mangez des chiens ici. En Europe, en Amérique, on mange des cochons. Des cochons sont tout à fait aussi intelligents que les chiens. J'adore les cochons, j'adore les chiens également. Et quoi que vous mangiez, est-ce que c'est pas important la façon, de toute façon, dont vous traitez ces animaux, comprendre que les chiens, les cochons, les poulets ont tous des sentiments. Et ils ont commencé à parler. Elle traduisait pour moi. Ils ont commencé une discussion sur les cages dans lesquelles ils gardent les chiens en captivité. Et ils ont dit que ça n'était vraiment pas acceptable. C'est eux qui l'ont dit, pas moi. Bien entendu, les chimpanzés, les éléphants sont protégés par la Convention de Washington, mais quel est le niveau d'urgence de la situation? Si on veut protéger leur environnement et ces deux espèces, quel est le niveau d'urgence? 10 ans, 20 ans, 30 ans?
Dans le cas des éléphants, c'est très urgent. Et souvent, on nous accuse d'exagérer la gravité de la situation. Mais si vous regardez les chiffres, et je vous dis, c'est prudent, 300 000 éléphants, il y a encore seulement 300 000 éléphants sauvages. Les statistiques qui sont acceptées par les scientifiques, c'est que 33 000 éléphants sont tués chaque année. Donc ça veut dire 10 ans. Quels que soient les calculs, etc., que vous faites, c'est 10 ans, c'est tout. Et en même temps, cette notion de zone protégée, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément parce qu'avec le changement climatique, peut-être que ces zones ne seront peut-être plus des habitats critiques et le modèle de préservation des espèces est en fait, de protection des espèces est complètement statique. Vous avez des zones barricadées et qui sont peut-être ou peut-être pas importantes pour la survie de ces espèces à l'avenir. On ne le sait pas. Donc nos gouvernements veulent ouvrir des zones. C'est quelque chose qui a été discuté au sommet, cette question de corridor pour le déplacement des animaux entre les habitats. En même temps, il y a une expansion urbaine, une construction de villes, etc. Donc, il y a un problème, il faut s'attaquer aux problèmes à long terme et pas utiliser des tactiques à court terme. Qu'en est-il des chimpanzés? C'est à peu près les mêmes chiffres que pour les éléphants, 300 000 et quelque chose. Dans le passé, il y en avait plus d'1 million et ils disparaissent au fur et à mesure que les forêts disparaissent et que on braconne la viande de brousse, etc. Oui, certes, il y a des zones protégées, il y a des forêts qui sont protégées légalement. Et si on peut inclure les orang-outans, qui est le grand singe en Indonésie, eh bien, ils sont dans un état encore pire du fait de la destruction de la forêt. On a entendu énormément parler de ces feux de forêt en Indonésie. Et le problème est également le même en Afrique du Sud. Vous pouvez avoir des forêts protégées. L'Indonésie a beaucoup de projets protégés, mais tant qu'il y aura de la corruption rampante, et c'est le cas dans ces 3 pays, les zones protégées sont inutiles, ne fonctionnent pas. Quelle forme de corruption? Par exemple, les plantations d'huile de palme, de palmeraie. Donc, vous avez des zones protégées, mais il y a une société qui arrive, qui veut créer une autre plantation et avec un petit peu d'argent dessous de table, ils peuvent corrompre des membres du gouvernement pour avoir accès à ces zones protégées. Et les gouvernements et ces sociétés se mettent d'accord. Et je suis d'accord avec vous, si on pouvait éliminer la corruption, ça serait formidable. Même chose pour le trafic de l'ivoire. C'est quelque chose sur quoi on peut tous agir. Si on se tourne vers nos gouvernements et qu'ils nous disent l'accord ne sera pas contraignant, il faut dire, mais qui vous a élu? Il faut leur demander, exiger qu'ils s'attellent aux tâches difficiles, même s'ils doivent se serrer la ceinture. Et ces grandes sociétés si influentes et corrompues sont terribles parce que nous achetons leurs produits et nous pouvons agir de cette façon, faire pression sur eux parce qu'il y a Internet maintenant. C'est un outil très utile qu'on n'avait pas dans le passé. Pouvez-vous parler des chiens maintenant? Est-ce que ce serait possible de domestiquer les chimpanzés et de les traiter comme des chiens? Est-ce que ça ne serait pas une solution?
Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les chimpanzés comme animaux domestiques? Parce que, vous savez, les chiens ont mieux survécu parce qu'ils sont devenus des animaux domestiques. Bon, ça serait un désastre absolu si ça se produisait. Je suis sûre que vous avez entendu parler des chimpanzés domestiqués qui attaquent. Les chimpanzés, tout simplement, ne sont pas des animaux domestiqués. Ce sont des animaux indépendants, alors que les chiens ont un changement génétique parce qu'ils ont été domestiqués depuis des milliers d'années. Il faudrait 500 ans pour domestiquer les chimpanzés. L'idée est horrifiante. Ils sont différents. Les chiens, en fait, ce sont des esclaves. Ils n'ont pas énormément ou pas du tout de liberté en général. Oui, alors je dirais que c'est un point de vue intéressant parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas d'animaux domestiques du tout. Ils veulent que tous les animaux soient libres. Mais ce qui est intéressant vis-à-vis des chiens en particulier, mais c'est vrai vis-à-vis d'autres animaux, mais vis-à-vis des chiens en particulier, c'est l'impact qu'ils ont sur notre santé. Nous aident à réduire notre stress, vivre plus longtemps, diminuer la pression artérielle. Pour nous ou pour eux? Oui, alors pour eux, je ne sais pas, mais je ne connais pas les statistiques par cœur. Mais l'argent que l'on dépense en jouets et lits pour les chiens est incroyable. Mais ce que dit Jen est tout à fait vrai. Les chimpanzés peuvent être très agressifs et ont énormément de force. Je ne pense pas, un monde sans chien, ça serait horrible, dit Jane. Vous avez parlé des cochons. Ils sont très, très intelligents. Ils sont aussi sensibles que les chiens, mais parce qu'ils ne sont pas domestiqués, on les traite très mal. Oui, on les traite horriblement mal. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être posé la question, pourquoi j'ai apporté cette petite personne avec moi aujourd'hui? C'est un nom très imaginatif. Je donne un nom à tous ces animaux. Cette vache, elle s'appelle cow, ce qui veut dire vache en anglais. On me l'a donnée il y a 3 ans. Maintenant, elle travaille très dur, cow. C'est ma porte-parole pour tous les animaux maltraités dans les élevages industriels. Elle m'aide à expliquer parce que de plus en plus de gens consomment de plus en plus de viande et ça cause la destruction d'énormes zones de forêt tropicale pour construire des farms, pour faire pousser du fourrage. Vous devriez regarder ce qui se passe en Argentine, destruction des territoires. Et elle m'aide également à expliquer que la nourriture rentre ici et que le gaz sort des deux côtés et que ce gaz, c'est du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre encore plus virulent que le CO2. Donc, les animaux de ferme dégagent, je crois, 36% des gaz à effet de serre. On n'en a pas parlé cette semaine dans les émissions de carbone. La solution, c'est donc d'arrêter de consommer du bœuf, pas uniquement du bœuf, toutes les types de viande, y compris le poulet. Nous sommes allés dans des élevages industriels des poules et ces poulets peuvent bien sûr ressentir la peur, ressentir de la douleur et on ne prend pas compte de cela. Ces animaux sont uniquement pour la viande, mais ce sont des êtres sensibles. On pourrait également élever des humains pour la viande. Pourquoi pas? Il y a 1 an, j'ai eu une conférence sur le végétarianisme ici et nous avons discuté ces thèmes également. Est-ce qu'il y a des pays qui traitent les chimpanzés mieux que dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays où ils sont bien traités, où ils ont un bon habitat, où ils interagissent bien avec les êtres humains? Je ne dirais pas que les chimpanzés interagissent bien avec les êtres humains. Je n'interagis pas avec eux, j'ai une relation de confiance avec eux. Il y a certains peuples africains qui habitent
en harmonie avec les chimpanzés. Ils n'interagissent pas, mais ils se tolèrent, ils se respectent. Par exemple, les pygmées au Congo, on peut les écouter. Ils ont beaucoup vu des chimpanzés. Ils disent que les chimpanzés sont comme des êtres humains. Ils ont beaucoup de respect pour ces animaux. Ils pensent parfois que les chimpanzés sont même leurs ancêtres revenus. À Burundi, ils disent que si vous restez dehors pendant un éclipse, vous allez devenir un chimpanzé. Est-ce qu'ils ont un sens de l'humour? J'avais un chien et j'étais convaincue. Mon chien parlait 4 langues et il avait bien sûr un sens de l'humour. Quand quelque chose de drôle se passait, elle rigolait. J'en suis convaincue. Est-ce que vous pensez que les chiens partagent nos émotions et que les chimpanzés partagent nos émotions? Oui, j'ai cette impression également. Alors, le meilleur exemple, c'est Coco, le gorille, qui a appris la langue des signes. L'exemple parfait, c'est Coco qui attend son dîner. Et Coco avait appris beaucoup de différentes couleurs, le nom des différentes couleurs. Donc, la jeune femme prend quelque chose qui est noir, elle signe noir, et puis grise, elle signe grise, bleu, elle signe bleu, pardon. Et puis blanc, elle prend un tissu blanc et Coco dit rouge. Elle refuse de dire blanc. Et au bout de 4-5 signes pour rouge, la jeune femme est en colère et elle dit « Bon, si vous ne me dites pas que c'est un tissu blanc, vous n'allez pas avoir votre dîner. » Et à ce moment-là, Coco prend un petit morceau de rouge et signe rouge et commence à rigoler. Et l'amour ou la tristesse, est-ce qu'ils ressentent ces émotions-là, les éléphants? Absolument. Quand on voit des projets où les éléphantos des orphelins sont repris, ils deviennent très attachés à les êtres humains qui s'en occupent. C'est une forme d'amour. Bien sûr, on veut bien sûr que les éléphants ressentent de l'amour ou de la tristesse, mais on a des données claires qui montrent que ces éléphants sont très intelligents, ont un sens de la famille, et c'est un privilège de pouvoir observer ces traits. Les éléphantos jouent toute la journée. Donc, on voit qu'ils prennent du plaisir à jouer, en fait. Alors, imaginons, nous ne pouvons pas, en fait, imaginer que nous sommes les seuls animaux qui peuvent ressentir l'émotion. En effet, c'est étrange. Pour les chimpanzés, il y a des relations d'affection qui se développent entre frères et sœurs, entre mère et enfants. On a des formes extrêmes d'amour pour nous, les êtres humains. C'est du cinéma, les poèmes romantiques. Mais il faut dire que ça, on ne partage pas avec les chimpanzés, mais pour les autres formes d'amour, oui, absolument. Vous allez pouvoir, vous, dans la salle, poser vos questions dans 5 minutes environ, mais je vais conclure avec quelques dernières questions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les gouvernements, les États-Unis, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour protéger justement les chimpanzés et les éléphants? Je pense que la chose la plus importante, c'est de coopérer ensemble entre gouvernements. J'ai entendu beaucoup de discussions cette semaine et j'ai eu plusieurs discussions. J'étais la semaine dernière à Addis Ababa et j'ai vu qu'il y a des projets très importants pour apporter de l'eau et de la nourriture là-bas. Et j'ai demandé aux personnes responsables, est-ce que vous avez pensé à la sécurité
de l'eau ainsi que pour la sécurité alimentaire pour les animaux. Et ils n'ont rien compris. Et je dis, bon, on fait venir de l'eau, on fait des cultivations et vous n'avez jamais pensé au fait qu'il y aura plus de conflits à l'avenir entre des animaux et des êtres humains. Alors, les projets de conservation ou les projets pour le bien-être animal, tout ça devrait faire partie dans la planification pour ce type de projet. Donc, je pense que c'est essentiel. Pour une conférence telle que la COP21, la question des émissions de méthane n'est pas discutée. On parle que des émissions de CO2 et 36% donc des émissions ne sont pas discutées. Il y a plusieurs raisons à cela, je crois. Mais l'idée qu'on peut diviser tout cela, on peut répartir les différentes émissions est en fait ridicule. Si on regarde par exemple les migrants en Europe, bien sûr, il y aura bien plus de migrants à l'avenir en Europe. Il y aura également des animaux qui vont venir. On ne peut pas se dire qu'en fait, le changement climatique ne va pas avoir un impact sur nos vies. C'est une erreur massive et c'est une dépense d'argent inutile si on ne prend pas en compte tous ces éléments ensemble. Par exemple, il y a eu une initiative de la Banque mondiale pour sauver les tigres, pour doubler le nombre de tigres dans 20 ans. C'est faisable, en fait. S'il y a l'habitat et de quoi manger, les tigres, oui, vont se reproduire. 15 millions d'euros dépensés pour ce projet. Et j'étais avec le ministre de Bhoutan et il me disait que le problème avec un prêt de la Banque mondiale est que les tigres ne savent pas repayer un prêt. On a eu un projet en Afrique du Sud de 14 millions d'euros pour les rhinocéros. Mais si on regarde un peu, on voit que les agences ne savent pas ce que les autres agences font. Ils ne travaillent pas ensemble. On n'a pas besoin d'autant d'argent que ça, en fait. Si on travaille ensemble et si on travaille vraiment sur des choses où on a une expertise, là, on peut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les chimpanzés? C'est la même chose que pour les orang-outans, pour les gorilles. Il faut sauver les forêts. J'en ai déjà parlé. Pour sauver les forêts, il faut une volonté politique. Il faut éliminer la corruption. Alors, pour sauver les forêts, en fait, c'est les forêts qui est critique pour les chimpanzés. Arrêter la vente de viande de brousse également. Et on travaille justement sur ces sujets. Alors, moi-même, je ne peux pas faire grand-chose contre la corruption. Je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui sont ici avec nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, les citoyens? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous pouvez aider à protéger les forêts, bien sûr. On peut arrêter d'acheter de l'huile de palme, par exemple, sauf pour les plantations qui se trouvent sur la terre déjà dégradée. On peut communiquer sur l'huile de palme. Ce n'est qu'un exemple, mais on peut en parler sur des réseaux sociaux, par exemple. Il faut bien sûr élire des bonnes personnes et les soutenir, en fait, quand ils font des choses qui sont utiles. On peut ne pas acheter des matériaux, des vêtements, de la nourriture, sauf quand ces éléments sont faits de façon durable et responsable vis-à-vis de l'environnement. Alors, dans cette période de la COP21, l'image qu'on a du monde est que tout va mal
Mais est-ce qu'il y a quelques signes positifs? Est-ce que certaines personnes commencent à faire des choses pour améliorer la situation, surtout vis-à-vis des espèces dont vous parlez? C'est évident. On voit des améliorations, oui. L'idée dont vous avez parlé plus tôt, en Europe, on regarde l'Afrique et on dit il faut faire ça, il faut faire ça, ou on fait la même chose en Asie. Mais on fait beaucoup de projets. Je voyage beaucoup et je commence à voir que les pays africains et les personnes qui travaillent en Afrique et ils font un travail magnifique. On a des champions déjà en Afrique. Ces personnes prennent des décisions. Par exemple, au Kenya, j'ai écouté une mère qui me disait elle n'avait jamais pensé que sa décision de protéger un éléphant pourrait en fait sauver ses enfants, la vie de ses enfants, parce que maintenant ces enfants peuvent aller à l'école. Donc, si on fait les choses comme il faut, ce n'est pas paternaliste. En fait, on arrive à stimuler et à profiter de la créativité des gens sur place. Mais le plus souvent, en fait, ces gens n'ont pas les ressources dont ils ont besoin. Donc, il faut changer cela, en effet. Jane, est-ce que vous avez vu des améliorations? Est-ce qu'on a raison d'être optimiste, peut-être? Pour moi, ce sont les jeunes. Ce programme Roots et Shoots me donne beaucoup de raisons d'espérer. Nous avons des projets en partenariat, ce qui est très important également, parce qu'on ne peut pas faire ce travail seul. Mais c'est vraiment les jeunes qui me donnent de l'espoir. Et ces jeunes parlent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Et une fois que ces jeunes sont impliqués, ça me donne aussi de l'énergie. Je voyage en fait 300 jours par an. J'ai 81 ans et il me faut de l'inspiration de quelque part. Quel est en fait votre secret? C'est ça, les jeunes. Et notre cerveau, ce qui nous différencie des autres animaux, c'est notre intellect. Nous sommes l'animal le plus intellectuel de la planète. On sait bien sûr que les animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on avait pensé avant. Et par exemple, la poulpe nous impressionne également de son intelligence. Ce n'est pas seulement les chimpanzés, mais en ce qui concerne les forêts, bien sûr, quand on travaille sur les forêts, on arrive à avoir un impact positif pour les chimpanzés, pour les orang-outans. Par exemple, j'ai rencontré Picard qui a fait le tour du monde dans un avion et je lui ai demandé comment vous avez fait pour rester réveillé pendant 5 jours. Et l'homme qui était avec lui disait on l'a tenu réveillé parce qu'on avait des caméras sur lui à tout moment, sauf à certains moments, je vous laisse imaginer. Mais tout ça pour vous dire que la technologie nous aide, la nature est résiliente. En 90, je voyais dans certaines zones des espèces vides là où il y avait des forêts avant. Et les gens qui habitent là-bas souffraient de cela. Donc, nous avons créé un programme holistique pour aider ces gens à améliorer leur vie de la façon dont ils voulaient. Ils voulaient plus de nourriture. Il fallait restaurer en fait ces terres pour les rendre à nouveau productives. Ils voulaient une meilleure éducation. Nous avons créé également des opportunités de microcrédit pour les femmes, surtout, avec des projets responsables vis-à-vis de l'environnement. Et nous avons également mis en place un accès à la contraception.
le cardinal, je ne me rappelle plus de son nom, le cardinal qui a mis en place des programmes d'accès à la contraception. Et ça, c'est l'Église catholique. Donc, les forêts sont revenues. Je ne vais pas vous parler dans tous les détails, mais nous avons travaillé avec les personnes sur le terrain. Et maintenant, dans cette zone, c'est une zone qui a été reboisée, des animaux qui ont été sauvés et qui ont maintenant une deuxième vie. Et je dois dire que ça c'est également dû au pouvoir du réseau social. Et maintenant, la France a interdit la chasse aux lions. Donc ça, c'est magnifique. Bravo à la France. Merci à tous. Donc, nous allons maintenant faire passer un micro. Citoyen du monde à Jane. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui doit arriver, à mon avis, avec un trophée. You are going to be presented with a prize now from the Citizens Institute for Cinema, and it's their prize. Nous avons un prix pour le citoyen du monde. Ah, voilà. Donc, j'avais pas votre nom, je suis désolé, mais est-ce que vous voulez dire un tout petit mot? Do you want to put your headphones on? Vous allez parler en anglais ou en français? Oui, voilà, pour que Jane comprenne. Donc, elle a le casque en français, c'est parfait. Expliquez-nous votre prix et pourquoi vous le remettez. Merci. Bonsoir. Alors, à l'occasion de la... Attendez. Oh, right. I think English is on number one. Yes, there we are. Je savais que tu devais être de l'autre côté. Say something. Dites quelque chose. Est-ce que c'est bon? Le micro marche? Is it okay? Yes. Super, magnifique. Alors, à l'occasion de la COP 21, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, non toi. Let me translate. So, during the COP21, Oui. Donc, à l'Institut citoyen du cinéma. A citizen, it's okay. Génial. Donc, l'Institut, je vais reprendre donc, dans le cadre de la COP 21, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, l'Institut citoyen du cinéma a décidé de vous décerner le prix Artiste citoyen du monde. Ce prix eu égard à votre immense carrière pour la cause animale, pour la cause humaine aussi, et pour la biodiversité. You say the difference between chimps and humans. Vous avez dit que la différence entre les chimpanzés et les humains, c'est le langage, je crois. Mais peut-être qu'un jour, les humains seront capables d'aimer pour toutes ces raisons, comme les chimpanzés. De vie, nous sommes heureux aujourd'hui de vous décerner le 25e prix Artiste citoyen du monde. Thank you very much indeed. Merci beaucoup à vous deux. Donc voilà. Et vous êtes donc qui que vous vous présentez? Oui, Magali Tori. D'accord. Et vous? Aria Kinetori. Voilà, on les applaudit très fort. Merci beaucoup. Please stay because I'm now going to get some questions for you from the audience. Donc, je vais prendre quelques questions dans la salle. Donc, vous pouvez les poser en français ou en anglais, c'est comme vous voulez. Voilà, donc il y a des gens qui me font signe tout de suite. C'est toujours sympathique de savoir qui pose les questions. Donc, si vous pouvez vous présenter. Et si jamais en anglais, c'est un peu plus direct, mais en français, ça va aussi. I'm going to talk in English. So, yeah. Je vais vous parler en anglais. Hello. Okay. Hello, Jane. I'm not sure. Oh, it's okay. Hello, Jane. Hello, Azedine. I'm really honored to. Bonjour à Jane et Azedine. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans
Et je m'intéresse énormément à la cause animale, au bien-être animal. Je voudrais vous parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, je crois, c'est l'écotourisme. Vous avez dit que l'argent et le peuple sont le réel pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'écotourisme, donc, pourrait être une solution? De cette façon, on pourrait donner directement de l'argent aux locaux qui aident les animaux sur place. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, ça pourrait devenir un peu trop dangereux parce que tout le monde voudra faire de l'écotourisme et que ça deviendrait incontrôlable? Si tout le monde veut, par exemple, transformer des jeunes lions en animaux domestiques. Autre question de mon ami. Bonjour, Christophe. On voulait aller en vacances en Afrique du Sud pour aider un programme de protection des animaux, mais il y a un énorme manque de transparence. Il y a certains programmes qui sont censés être des programmes de protection des animaux, mais il s'agit tout simplement de réserves de chasse, en réalité. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est les suivre, les faire tomber dans un piège en leur envoyant un email leur demandant si on pouvait chasser dans leur réserve. Et ceux qui ont dit non, non, c'est pas possible, c'est dégoûtant, et ça a permis de savoir qui étaient les bons ou les mauvais. Donc, est-ce que vous pensez pas que l'écotourisme pourrait aider à plus de transparence? Oui, très bonne question, mais d'abord, c'est très important de faire attention à ce qu'on appelle l'écotourisme. Et cet exemple de prendre des petits lions pour les transformer en animaux domestiques, c'est pas de l'écotourisme. Ces lions, en fait, sont élevés, c'est une ferme de lions, et plus tard, ils seront chassés. C'est pas quelque chose que j'ai jamais considéré comme de l'écotourisme. Mais il y a quelque chose qui nous tente. Qui veut pas être ami avec un lion ou un chimpanzé? Mais c'est un piège. C'est de l'élevage. Est-ce que l'écotourisme peut changer les choses? J'ai passé beaucoup de temps avec les Maasai. J'aurais posé la même question. Il y a beaucoup de projets d'écotourisme et la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est s'il y a beaucoup de touristes, l'écotourisme peut payer pour les programmes de préservation des espèces, mais uniquement si cet écotourisme est fort. Et un des problèmes, évidemment, avec le problème du terrorisme en Afrique de l'Est actuellement, c'est beaucoup de touristes ont disparu, ne viennent plus. Et donc le tourisme et les écologistes, les projets écologistes qui précédemment payaient les projets de protection des espèces a tout simplement disparu. Donc on cherche d'autres moyens. Un de ces moyens nouveaux, c'est d'encourager les Africains eux-mêmes à agir. Et il y a beaucoup de gens riches en Afrique qui peuvent et qui veulent trouver des solutions. Mais ce problème dont vous avez parlé, je veux aller voir des éléphants, monter sur des éléphants, même des tigres en Afrique du Sud. Et c'est incroyable. Ça semble être quelque chose que les gens qui aiment les animaux devraient faire, mais il ne faut vraiment pas le faire, surtout pas. Et ce qu'a dit Jane avec les médias sociaux est tout à fait vrai. Et je veux penser à quelque chose, réfléchir à quelque chose pour faire des sortes d'indicateurs où aller, où ne pas aller, créer une sorte de liste de lieux qui sont acceptables, qui sont corrects. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Je pense à un groupe de jeunes d'une université Erasmus à Rotterdam qui ont l'intention d'aller à un projet, d'étendre leur étude à un projet de développement de communiqué au Kenya. Et c'est une occasion incroyable pour ces jeunes Hollandais d'aller là-bas, de faire de l'écotourisme, du réel écotourisme, de voir les animaux sans leur faire de mal. Et je voudrais ajouter la chose suivante, c'est que le tourisme est merveilleux à condition qu'il soit sous contrôle, afin que, par exemple, oui, dans certains cas, dans les chimpanzés, il y a des règles de circulation, pas de groupe de plus de 6 tourisme. Mais
Dans d'autres parcs nationaux, on ne gère pas les touristes. Au lieu d'avoir un groupe de 6 plus un guide, il va peut-être y avoir 3 groupes de 6 ou peut-être une seule maman chimpanzé avec son bébé qui sera présent. Donc ça signifie que une maman chimpanzé et son bébé est entourée de 18 touristes plus le guide. C'est vraiment perturbant. Et lorsqu'on parle des chimpanzés et de tous les primates, il y a un risque de maladie. Ils peuvent attraper vos maladies parce que nous sommes biologiquement tellement proches. Donc, je pense que pour une personne d'aller sur place, de voir les choses de ses propres yeux, c'est très important. Mais il faut également respecter les animaux, leur espace. Nous avons une question sur le balcon. Une question en français. Merci de mettre votre casque. Merci. Dans une des conférences sur Darwin, à la Cité des Sciences, quelqu'un a dit qu'en Afrique de l'Ouest, au sud-ouest, il y avait des propositions de changer les routes ancestrales des éléphants pour permettre aux populations autochtones qui ont occupé les territoires des éléphants de pouvoir rester dans ces territoires. Et je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne préserve pas les chemins, les voies, les routes ancestrales des éléphants, et on déplace les populations. Merci. Je reviens. Oui, c'est une excellente question. Je crois que il faut se placer au niveau de la compréhension tellement limitée que certaines personnes ont de la protection des espèces. On pense qu'on a ces animaux, on peut faire ce qu'on veut avec eux et que le sol, en fait, le territoire n'est pas important, que ce soit pour les individus ou la population animale dans son ensemble. Donc, ce n'est pas inhabituel de dire que des zones, des réserves ou des corridors, des couloirs qui sont critiques pour les éléphants dont ils ont besoin. Parce que ce sont des espèces qui transmettent la connaissance de la grand-mère à la maman, au bébé. Ils s'apprennent les uns les autres où aller trouver de l'eau. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur comment les éléphants se déplacent, comment ils communiquent entre eux. Et cette question des couloirs, comme j'ai dit précédemment, est très, très inquiétante. Parce que l'idée selon laquelle, il y a 100 ans, un parc national a été créé et c'est tout ce qu'on va faire, on ne va rien faire d'autre pour les éléphants, c'est pas correct. Les éléphants ont besoin de se déplacer. Pensez à l'Afrique du Sud-Ouest. En Afrique australe, contrairement au modèle de l'Afrique du Sud où les parcs nationaux sont fermés, il y a des barrières. Dans cette zone-là, il n'y a pas de barrière. Donc, les éléphants passent 80% de leur temps en dehors des parcs. Et donc, les corridors sont très importants, les couloirs sont très importants pour leur déplacement. On travaille sur un projet d'un couloir qui va de Mbasali au parc de Kilimanjaro. Mais il y a énormément de pression de la part des politiques, des propriétaires terriens. Certains ont pris la terre, l'ont vendue et ils disent ce que vous dites, les éléphants peuvent tout simplement contourner. Mais les éléphants connaissent un chemin. Ils voient des barrières, des maisons, et ça n'est pas interchangeable. En fait, c'est un argument économique. Ils disent, ce terrain a trop de valeur pour les éléphants et d'autres animaux. Et c'est au sein de cette conférence où on parle de migration et on sait par exemple qu'un des pays qui a une bonne réputation a
le plus grand nombre d'éléphants dans toute l'Afrique, c'est le Botswana. Et bien, ce pays, on s'est rendu compte dans cette conférence que c'est le pays qui va peut-être souffrir le plus de la montée de la température. Et donc, les éléphants ont besoin de couloirs pour aller vers l'Est, qui va devenir plus humide. Et c'est le Mozambique et la Tanzanie. Et ces pays ont perdu 50% de leur population d'éléphants au cours des années passées. Donc, cette idée selon laquelle on peut déplacer les éléphants est absolument fallacieuse et pas correcte. Et c'est quelque chose qui manque dans la discussion qu'on a sur les éléphants et dans cette attitude que vous décrivez. C'est une question. Il gère la vie sauvage comme s'il gérait des vaches. Présentations que vous allez applaudir. Et j'aimerais bien vous poser une question parce que vous êtes complètement pris par la COP 21. Est-ce que vous avez envie, vous, de poser une question, de faire une déclaration? Je vous donne le micro. Vous allez le faire en français ou en anglais? Vous savez pas. Bon, c'est bon. Moi, je suis amoureux de Jane depuis tellement longtemps, mais je suis trop vieux pour elle. I'm too old for you. How, Jane? On se connaît depuis longtemps. C'est grâce à elle que je suis parti au Kenya travailler. J'avais lu son livre « Les chimpanzés et moi ». Et j'avais 30 ans, je suis parti avec ma femme au Kenya. Et c'est vrai qu'elle m'a guidé toujours avec son mari Hugo von Lawick, qui était un très très bon photographe. Et je me souviens bien de... Voilà, on se connaissait pas à cette époque-là. Maintenant, elle est administratrice à ma fondation. Et je vais vous dire une chose, demain, on organise une vente de photos pour elle à l'atelier rue de Seine, parce que l'Institut Jane Goodall en France a besoin d'argent, donc il faut les aider. Jane est très connue, mais voilà. Donc demain, tous les plus grands photographes du monde animalier ont donné des photos et demain soir, on fait une vente. Vous pouvez aussi acheter sur le site internet parce qu'elle a un projet formidable au Gabon de réhabilitation de chimpanzés, de protection, et donc vont l'aider. Donc demain, rue de Seine, voilà, vous pouvez venir ou vous pouvez sur internet. Et Jane, je voulais lui poser une question. Elle travaille sur la protection de la nature depuis tellement longtemps. Elle est engagée depuis tellement longtemps. Et c'est de pire en pire. Manifestement, les chiffres sont de pire en pire. Je voyais les chiffres sur les rhinocéros, sur les éléphants, sur la perte de la biodiversité. Je suis là, en fin de compte, je suis ici parce qu'on projette le film Terra. Vous n'avez pas vu à la télévision l'autre jour qu'on projette la Villette. Et c'est vrai qu'en faisant ce film, en regardant tout ça, on est déprimé à la fin quand on regarde les chiffres. Comment tu gardes encore cet incroyable optimisme? Comment tu nous envoies encore ces messages d'amour? Comment tu crois encore en l'humanité? Comment tu es encore si forte et si belle dans ton cœur? Dis-moi. Je crois que je vous l'ai dit déjà. C'est les jeunes. C'est les jeunes qui se remontent les manches et qui influencent leurs parents, leurs grands-parents. Il y en a beaucoup qui travaillent pour nous, qui sont maintenant devenus des enseignants, qui sont dans la politique. Ils gardent la philosophie de Roots and Shoots dans leur cœur. Ça, c'est le premier point. Et aussi, voyager dans le monde entier, comme je le fais, je rencontre énormément de personnes incroyables. Je vous ai rencontré vous, j'ai rencontré Azedine, et des personnes comme vous et beaucoup dans cet auditoire qui ne veulent pas, qui sont déterminés à ne pas laisser la vie sauvage disparaître. On en a perdu beaucoup, mais la nature est réellement résiliente. Il y a encore énormément de nature pour laquelle il faut se battre et je vais continuer à me battre tant que ma santé me le permet, tant que mon corps, mon cerveau ne me font pas défaut. Et on m'a donné un cadeau. C'est une bonne santé, la capacité à communiquer. Tant que je les conserve, je les utiliserai pour faire tout ce que je peux pour la nature.
Également, le pape François, c'est vraiment une source d'espoir énorme. Hier, à la basilique Saint-Pierre, on a passé des images et il y avait un très grand chimpanzé qui a été projeté devant la basilique. C'était étonnant lorsque j'ai vu ça. À Rome, ils ont projeté des photos d'animaux sur la basilique Saint-Pierre et c'est le pape lui-même qui l'a demandé. Il y avait énormément de photos de photographes qui ont donné leurs photos, qui étaient projetées. Donc le pape a vraiment fait un truc formidable. Et puis il y a aussi une chose qu'elle dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà parlé, mais il faut devenir végétarien. Voilà. Et vous voulez faire quelque chose de simple pour la planète, il ne faut pas devenir d'un seul coup, mais il m'a fallu 20 ans pour le devenir. Mais c'est vrai que je vais vous donner un chiffre qui est assez incroyable quand on parle de la biomasse des mammifères sur la Terre. Alors les mammifères, c'est quoi? C'est l'homme, hein, les animaux domestiques, ceux qu'on consomme, et puis les animaux sauvages. Écoutez bien ce chiffre qui est absolument incroyable. Aujourd'hui, on estime que la biomasse des mammifères sur la Terre, c'est environ 98%, je répète, 98%, l'homme et ses animaux domestiques. Les animaux sauvages ne représentent plus que 2% de la biomasse du monde. Les éléphants, les souris, les hérissons, les rats. Je parle des mammifères. Ça montre bien qu'aujourd'hui, l'homme est en train de consommer la terre. Et plus un pays devient riche, plus il a les moyens, plus il mange de viande. Véritablement, il y a un message qui n'est pas assez donné, je pense, à la COP 21, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup, c'est essayer de manger moins de viande. Je sais bien dans un pays comme en France, où c'est un pays d'élevage, où les paysans souffrent et tout, mais cette agriculture industrielle n'est pas bonne pour la planète, vous le savez tous. Donc il y a quelque chose de très simple à faire. Et c'est pas... On vit tous dans une espèce de déni collectif, on ne veut pas croire ce qui est en train d'arriver, mais vraiment, s'il y a un truc qu'on peut faire facilement, et le dire autour de nous, c'est manger moins de viande. Voilà. Je crois que c'est important, et elle le fait depuis très très longtemps. Elle a compris ça bien plus longtemps, bien avant nous. Et c'est quelque chose de simple qu'on peut faire, voilà. C'est tout ce que j'avais vu vous dire. Je crois que je vais retourner à ma projection de terrain. Vous l'avez vu sur France 2? Qui c'est qui l'a vu, la France 2, il y a quelques jours? Pas beaucoup de gens. Bon, d'accord. Mais j'espère qu'il va repasser. Et c'est un fil, justement, sur la perte de la biodiversité. Deux petits mots, je voudrais finir 2 mots, parce que parlons de la COP 21. Vous savez, il est très facile de critiquer et de dire les politiques ne font pas leur boulot, les lobbies nous embêtent. Je pense que les politiques, en ce moment, il faut être très fier d'être français, parce que je pense que, sincèrement, Hollande, Fabius, toute l'équipe française, très bien conseillée pour Hulot, sont en train de faire un travail formidable. Et véritablement, moi, c'est la 6e COP à laquelle je vais. Je sens l'énergie incroyable qu'il y a dans le gouvernement français. Mais vous savez qu'on n'a que les hommes politiques qu'on mérite. Les hommes politiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas plus courageux, ne sont pas plus intelligents que nous, n'ont pas plus de vision que nous. Donc il ne faut pas s'attendre des miracles à travers les hommes politiques. Ce qui est important, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'homme? Et même chose pour la scientifique, même si on parle toujours des choses extraordinaires qui arrivent, des éoliennes, les panneaux solaires, ça coûte moins cher. Bien sûr, et c'est bien, mais on ne va jamais remplacer les 85 millions de barils qu'on consomme tous les jours par des éoliennes ou des panneaux solaires. Il ne faut pas rêver. Donc, bien sûr, il faut s'en servir. Ça ne sera pas une révolution économique non plus, parce que l'économie aujourd'hui nous échappe et on vit d'une civilisation toujours plus, consommer toujours plus. Le capitalisme est en train de détruire la Terre, cette envie d'avoir toujours plus. Ça sera une révolution que j'appelle spirituelle. Spirituelle, pas au sens religieux, mais au sens éthique et moral. Et je crois que ça commence d'abord par moi tout seul, sans demander aux autres de faire quelque chose. C'est vraiment... Voilà. En vieillissant, je deviens peut-être un peu moins con, donc je vous embrasse très très fort, je vous aime et je vais retourner voir le public parce qu'on doit parler un petit peu après le film Terra. Jane, je t'aime toujours autant, voilà. Voilà. On va se revoir dans 2 ans ou l'année prochaine. À bientôt. I adore you too. Thank you. Et moi, je t'adore aussi. Merci beaucoup, Yann Arthus. Bertrand, de nous avoir rejoint. Il reste 10 minutes parce qu'après une séance de dédicace, je prends quelques questions, some quick questions, quick answers, and then we'll dedicate the book. Quick questions, des questions rapides. Thank you. I wanted to thank Ms. Goodall. Merci, je voudrais remercier Madame Goodall, non seulement pour tout ce qu'elle a fait pour les animaux, mais pour nous, les animaux humains, et pour ce que vous avez fait pour les femmes humaines. Les animaux féminins humains. Vous avez parlé de l'effet
du changement climatique. Vous avez parlé du programme IFAW, et comment pouvez-vous nous dire plus sur son impact? Oui, mon objectif principal, c'est de changer la définition de la protection des animaux. On se concentre toujours sur la taille d'une population. On ne se concentre pas sur la vie d'un animal individuel. Mais en fait, un animal peut prouver qu'il peut contribuer individuellement. Si on ne peut pas prouver qu'il a une valeur à la communauté, il est considéré comme n'ayant aucune valeur. Mais en fait, il faut dire que chaque individu, chaque animal a une valeur pour la communauté. C'est la base de notre programme. Donc, il faut se concentrer sur l'animal individuellement, la population et la biodiversité. Je suis absolument convaincue que l'idée selon laquelle mettre la préservation des espèces dans une boîte indépendante, c'est terminé, ça fonctionne plus, c'est du passé. Les animaux passent la plupart du temps de leur temps au dehors de zones protégées. Donc ça veut dire qu'ils ont une interaction avec les humains. Et si quelqu'un pense qu'ils peuvent sauver la vie de ces animaux sans impliquer les personnes qui les entourent, avec qui ils vivent, je dis tout simplement, c'est pas possible, vous avez tort. On ne peut pas trouver assez de personnes qui peuvent protéger la vie de ces animaux. Donc, sauf si les communautés qui ont une interaction avec ces animaux sauvages comprennent la valeur intrinsèque de ces animaux. Beaucoup le font, c'est le cas. Mais souvent, on leur fait des promesses qui n'ont jamais été tenues à ces populations. Donc, notre approche, c'est d'être aussi respectueux que possible, d'impliquer les populations locales, les personnes, et de leur faire comprendre que nous allons tenir notre promesse, et que s'ils choisissent de protéger la vie d'un animal, et souvent c'est le cas il s'agit d'un animal qui a beaucoup d'avantages pour vous et pour eux, et pour leurs enfants. On a prouvé cela au Malawi, on a lancé un projet d'agriculture, on a réduit le nombre de personnes tuées par des crocodiles de 50 à 0 en un an. Même chose en Chine, 20 personnes tuées par des éléphants par an. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le comportement des éléphants. Il s'agissait juste d'un programme d'éducation. Vous voyez les oreilles qui battent, écartez-vous, ils arrivent. Et en l'espace de 2 ans, 0 mort. Donc, il y a un impact possible, et je voulais... il y a une mère, une maman, une femme qui m'a dit ma décision de sauvegarder la vie d'un éléphant m'a permis de continuer à envoyer mes enfants à l'école. Vous voyez, c'est simple et c'est rapide. Encore quelques questions. Nous savons qu'il y a environ 1 milliard de personnes qui vivent en Afrique, et on considère qu'il y en aura 4 milliards à la fin du siècle. Donc, la protection des animaux doit prendre cela en compte. Et comment est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder les chimpanzés? C'est particulièrement important parce que dans les zones rurales, c'est là qu'il y a les plus hauts niveaux de fertilité humaine. Et donc, ça signifie qu'il va y avoir de plus en plus d'invasions humaines dans les territoires de vie sauvage. C'est précisément pourquoi nous avons lancé notre programme Take Out, Carrie. Et on a commencé avec quelques villages. Ça s'est descendu à 52 villages en Tanzanie, et ça fonctionne tellement bien que maintenant c'est dans 5 pays africains. Donc, impliquer les personnes sur place. Et une des choses qui a été vraiment enthousiasmante pour moi, ça a été le fait que nous avons lancé ce système d'imagerie par satellite. Il y a des scientifiques, il y a une Pentel qui est un type extrêmement doué. Il travaille avec Google Earth, la NASA notamment, et donc il fait des images à très haute résolution par satellite, et donc les villageois peuvent regarder ces images. Une femme m'a dit c'est l'arbre sous lequel je pose mon bébé lorsque je travaille la terre. Donc ils peuvent mieux gérer la terre
Ils ne l'avaient jamais fait précédemment parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, ça leur permet de séparer une partie du terrain pour la protection des animaux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des barrières autour de la Gambie pour créer une sorte de tampon entre les chimpanzés et les humains. Et la Gambie est totalement isolée par des collines. Et donc, les chimpanzés se déplacent vers l'est et ça fonctionne. Il y a 2 femelles qui ont rejoint la communauté de chimpanzés et donc en Gambie, et donc ça permet que le patrimoine génétique se développe. Donc, je répète, les villageois, les locaux deviennent des partenaires et ils se sont portés volontaires et ils ont nommé 2 volontaires donc, pour protéger les forêts. Ils ont des iPads que Google Earth leur a donnés. Certains ne peuvent même pas lire ni écrire, mais ils utilisent ces tablettes pour enregistrer des choses, par exemple des activités illégales ou des signes de succès. Donc, ils enregistrent, par exemple, des arbres qui sont coupés illégalement ou également des choses positives, des empreintes de chimpanzés, et tout va dans le cloud. Et c'est téléchargé sur, je crois, je ne sais plus si comment on dit, télécharger, dit Jane, upload ou download. Et de toute façon, vous l'envoyez de votre tablette et ça va vers Forest Watch, l'organisation. C'est un énorme avantage pour nous parce que les internautes nous donnent des fonds pour protéger la forêt et on peut leur prouver maintenant que nous protégeons réellement la forêt. Il y a maintenant 52 villages en Tanzanie, Ouganda, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Sénégal. Même type de programme. Aider les villageois, les transformer en partenaires et restaurer leur fierté, leur permettre de lancer leur projet avec le microcrédit. Nous avons les mêmes principes que vous. Il faut impliquer la population locale. Il nous reste seulement 5 minutes. Je vais prendre 2 ou 3 questions ensemble et ensuite je vais vous donner la parole pour quelques mots de conclusion. Merci d'être venu. Je vais poser une question qui fâche. Qu'en est-il de l'expérimentation animale en France? Enfin, est-ce que vous avez des chiffres en France et dans le monde? OK, il y a une question ici. I'll take the questions together and then let you conclude as we're running short on time. C'est une question pour Jane. Vous nous avez parlé des jeunes qui sont l'avenir et de votre programme Roots and Shoots. Que font les jeunes concrètement dans ce programme? Et oui, qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment vous les recrutez? Le recrutement des jeunes, qu'est-ce que vous faites? Et un monsieur qui accourt pour poser sa question, il a envie. Et madame, vous voulez en poser? Thank you for being here and sharing with us all your insight. Merci d'être venu ici, de partager toutes vos connaissances sur ces sujets très importants. Je m'appelle Jane Soulier. Jane, en tant que messagère de la paix, est-ce qu'il y a des techniques de paix que vous avez observées chez les chimpanzés? Et même question pour les éléphants. Qu'est-ce qu'on peut, quel enseignement tirer de ces techniques de paix? And this lady here would like to ask a question. Yes, good evening. My name is Charmaine Donnelly. Charmaine Donnelly, bonsoir. J'ai une question pour vous au sujet de la menace d'exploration pour trouver du gaz en Ouganda et dans le golfe du Congo. Et vous avez parlé de la possibilité personnellement de faire un impact. Quelles recommandations pourriez-vous faire pour que si ça se développe, ça soit développé de façon responsable? Peace techniques, about youth recruitment, about donc, on a des questions sur le technique de paix, le gaz, recruter les jeunes. Jane, qu'est-ce que vous voulez dire en mots de conclusion en essayant d'incorporer ces questions? C'est difficile.
Très rapidement, je sais que vous êtes plus intéressé parce que vous, Jane, avez à dire là-dessus. La question du recrutement de la jeunesse. On a également un programme qui s'appelle Animal Act and Education. Ça existe en France. 5 millions d'enfants impliqués par an dans le monde. Il y a des choses concrètes qui sont faites. Jane pourrait vous donner des exemples qui viennent de Roots and Shoots, mais pour moi, ça revient à la question sur la population, la croissance démographique. C'est un thème très sensible. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose que nous traitons nous-mêmes en tant que groupe concentré sur le bien-être des animaux. Cependant, la recherche montre que si vous débloquez le pouvoir et la créativité des femmes et des jeunes filles et les garder à l'école, qu'elles continuent à aller à l'école, eh bien, la fertilité diminue. C'est tout ce que j'ai à dire. On parle, il faut passer beaucoup de temps, s'assurer que les filles aillent à l'école. Comment est-ce qu'on recrute chez Roots and Shoots? On a un site web qui est traduit en beaucoup de langues. janegoodall.org. Peut-être que c'est .fr en France. Vous pouvez le trouver et vous tapez Jane Goodall dans Google. Vous trouverez beaucoup de choses. Mais pour Roots and Shoots, c'est rootsandshoots.org. C'est un site international. Exemple concret de ce qu'ils font, étant donné que les jeunes eux-mêmes choisissent leur projet, c'est magique ce qu'ils font. Ils plantent des arbres, bien entendu. Ils font des jardins urbains. Ils collectent de l'argent pour les victimes de tremblements de terre en Chine. Ils ont un impact énorme pour interdire la consommation de requins dans les soupes, les ailerons de requins. Donc, des programmes de protection des animaux incroyables, ça dépend de l'imagination des enfants. Ils ont tellement d'imagination. Si vous écoutez leur voix, ils prennent le pouvoir et on leur donne le pouvoir, c'est ce qu'on fait. Et lorsque je voyage dans le monde, regardez la carte que nous avons, vous allez voir tous les groupes de jeunes qui me suivent. Et c'est comme ça qu'on s'est développé si rapidement. Un autre exemple de choses qu'on a fait ensemble avec Disney, c'est créer un forum des jeunes. Malheureusement, les demandes sont fermées, mais c'est une demande pour aller à la prochaine conférence site en Afrique du Sud. Mais la liste est close, malheureusement. Disney va payer tous les coûts. Ça permet aux enfants de mieux comprendre comment protéger les animaux. Sur l'autre question, en Ouganda, je suis allée à Addis Abeba, j'ai eu une discussion sur cette pipeline qui va aller dans la corne de l'Afrique, qui terminera à Djibouti. On a mis en place un réseau de 8 pays de protection de la vie sauvage pour suivre ce qui va se passer. Mais je crois que ce sera également un pipeline pour le braconnage et pas seulement pour le gaz. Donc, on ne peut pas tellement influencer la construction, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser la police et l'armée pour protéger les animaux qui vont peut-être être victimes du braconnage, du commerce illégal suivant ce pipeline. Vous avez parlé de développement gaz dans le Rift d'Albertine. Nous avons un programme pour créer des couloirs de transport pour les chimpanzés, la vie sauvage. Mais nous travaillons avec les sociétés pétrolières parce qu'il faut parler à ces personnes, à ces sociétés. Et croyez-le ou pas, il est possible de creuser des forages de façon qui abîme moins. Si on ne peut pas empêcher, parfois on ne peut pas empêcher, essayons de les influencer pour qu'ils le fassent de la meilleure façon possible. Ça veut dire dépenser plus d'argent, mais c'est pour ça qu'il faut les persuader de le faire. Quelle était l'autre question? Les techniques de paix entre les chimpanzés. Eh bien, c'est étonnant. La réconciliation, ils ont des techniques de réconciliation incroyables. Dans les sociétés de
chimpanzés, c'est toujours le pouvoir qui compte. C'est toujours les subordonnés qui doivent accepter de faire la paix. Mais ça crée de la tension dans le groupe. Ça les rend mal à l'aise. Donc, qui a eu tort dans le conflit, qui a volé de la nourriture, ça compte pas. Mais c'est le subordonné qui doit faire allégeance jusqu'à ce que le chef le touche sur la tête ou l'embrasse. Mais mon histoire favorite, c'est dans un groupe captif. C'est pire parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ont changé leur comportement en captivité afin que dans une situation où je sais que les chimpanzés de Gambie se battraient, ils ne le font pas. Ils peuvent contrôler leur agression parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils sont en captivité ensemble. Mais si deux mâles adultes sont très hostiles, l'ensemble du groupe est perturbé. Il y a une situation où deux mâles qui se sont battus, qui étaient épuisés, étaient assis très loin de l'autre, et cette femelle qui détestait est allée près d'un l'autre et a commencé à l'épouiller et a continué. Ensuite, elle est allée épouiller l'autre mâle et puis elle s'est trouvée au milieu des deux autres et finalement les deux mâles ennemis ont fini par s'épouiller l'un l'autre. Voyez? J'ai une question finale. Jane, vous généreusement nous avez dit que vous avez 81 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de votre 81 ans restant? Je vais peindre. Je vous l'ai dit, je vais continuer à me battre pour mes causes tant que j'ai la santé et que j'ai un cerveau adulte. Merci beaucoup, merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. Jane, maintenant, dans 10 minutes, je crois que vous allez dédicacer votre livre. Vous allez signer, hein? N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remettre les casques de traduction à la sortie de la salle. Merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé donc cette merveilleuse rencontre. Je m'en souviendrai pendant longtemps. Merci.